Eh bien voilà, il est 8h46 sur Studio Qualita et nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Michel Gurfinkel. On l'entend souvent sur notre antenne, mais on le voit pas assez souvent ici en Israël. Et on profite donc de son passage pendant ses vacances de fin d'année civile ou de début d'année civile pour essayer de puiser à la source de son expérience et de ses connaissances pour essayer de mieux comprendre un peu quels ont été les grands événements de cette année 2018 qui s'est terminée il y a quelques heures. En particulier, on va dire, dans le domaine régional, parce qu'on pourrait parler ensemble pendant longtemps, plusieurs heures, de tous ces développements de l'année sur le plan diplomatique, politique, sécuritaire. On va essayer de se focaliser, Michel, sur ce qui s'est passé ici en Israël ou dans la région. Quels sont, tout d'abord, bonjour et Boker Tov. Bonjour et Boker Tov. Alors, quels sont, à votre avis, les grands événements marquants de l'année 2018 qui s'est terminée ? Je crois que l'événement le plus marquant, le plus significatif pour l'avenir de la région et d'Israël dans la région, c'est l'accélération du rapprochement entre Israël et ceux qu'on appelle les pays sunnites conservateurs, l'Arabie saoudite et les pays du Golfe. Deux entités d'ailleurs qu'il ne faut pas confondre, la culture et la politique et même religieuse des pays du Golfe étant légèrement différentes de celle de l'Arabie saoudite. Mais ces deux pays ont eu toutes sortes de raisons de se rapprocher d'Israël. Vous dites toutes sortes, c'est pas une raison, c'est pas la raison iranienne, la menace. La raison iranienne est très importante, mais, et c'est là que je crois il faut bien sûr regarder les choses de plus près, je crois que ça correspond aussi à une réflexion très ancienne dans ces pays. Disons que dans ces différents pays, on a pu constater depuis assez longtemps, depuis pratiquement une vingtaine d'années, une volonté de mieux comprendre Israël, de mieux comprendre pourquoi Israël était dans la région, de mieux comprendre pourquoi Israël fonctionnait si bien. Et il y a eu également une volonté de sortir, en quelque sorte, de l'idéologie du refus systématique et de l'État d'Israël et du judaïsme. Alors, c'est dû, à part l'Iran, c'est dû à quoi ? Est-ce que c'est dû à... on va dire, par exemple, on a appris il y a quelques semaines que les Saoudiens avaient utilisé un programme informatique extrêmement sophistiqué qui permettait de repérer, on va dire, des conversations téléphoniques et que ce programme aurait permis, on va dire, aurait favorisé, on va dire, l'arrestation et l'assassinat de Jamal Khashoggi. Est-ce que c'est dans le domaine du high-tech également que l'État d'Israël est courtisé par ces pays ? Dans tous les domaines, ces pays ont des relations qui sont déjà anciennes et qui se sont considérablement accélérées au cours des dernières années. Et la grande nouveauté de 2018 a été que plusieurs États de la région ont parlé ouvertement de la nécessité d'en finir avec la non-reconnaissance d'Israël et d'accepter Israël comme un pays de la région. Je vais vous raconter quelque chose. Il se trouve qu'en 1993, juste après les accords d'Oslo, j'avais pu entendre d'une très haute personnalité omanie une mise en garde contre, en fait, les accords d'Oslo, dans la mesure où il réhabilitait un Yasser Arafat qui était regardé déjà par les pays de la péninsule arabique et par les pays du Golfe, y compris le sultanat d'Oman, comme un perturbateur et non pas comme une cause juste, qu'il était juste de soutenir. Donc, en 1993, il y avait déjà, en fait, une vision positive d'Israël qui existait dans la région. Ce qui est devenu tout à fait flagrant... Oui. Mais est-ce que c'est circonstanciel ou alors c'est véritablement une volonté de changement ? Parce que
on n'a pas vraiment, d'abord à l'ONU ou dans les instances internationales, ça ne se reflète pas encore, en tout cas, ces changements. Et puis, on n'a pas véritablement l'impression, par exemple, que l'Arabie Saoudite va ouvrir ses frontières aux Israéliens. C'est peut-être un changement, c'est peut-être là qu'il y a une différence avec les pays du Golfe qui semblent être beaucoup plus favorables. On l'a vu avec Abu Dhabi, on l'a vu avec Oman. Est-ce que vous pensez que c'est un véritable changement ou alors c'est par rapport Je pense que le changement n'est pas quelque chose qui a été improvisé au cours des 3 dernières années lorsque la menace iranienne est devenue extrêmement présente pour ces pays. Prenons le cas de l'Arabie Saoudite, c'est très frappant. L'Arabie Saoudite, nous pouvons analyser son attitude à travers deux éléments. D'une part, il y a ce qu'on appelle des médias saoudiens internationaux, on les appelle internationaux, soit parce qu'ils s'adressent à l'ensemble du monde arabe, soit parce qu'ils sont, bien que saoudiens, basés techniquement à l'étranger. Il s'agit de journaux papier ou il s'agit de stations de télévision. Et ces médias saoudiens ont, depuis une vingtaine d'années, adopté une position, je ne dirais pas plus favorable à Israël, mais beaucoup plus objective vis-à-vis d'Israël, avec une volonté de dire véritablement où les choses en étaient. Ensuite, ce qu'on a pu remarquer, c'est que dans les universités saoudiennes, alors évidemment il s'agit de programmes assez limités, de 1 ou 2 professeurs qui ont été nommés, mais tout de même des postes de professeurs chargés de l'histoire du judaïsme ont été créés dans des universités saoudiennes. Ces professeurs ont écrit des livres sur le judaïsme, qui sont des livres en arabe, bien sûr, qui sont des livres tout à fait objectifs et pas du tout malveillants. Donc, nous constatons dans au moins une partie des milieux dirigeants saoudiens, une ouverture à Israël qui fait un contraste total avec ce que l'on peut voir dans d'autres pays arabes, à commencer malheureusement par l'Égypte. Alors, c'est une ouverture qui s'accompagne aussi, on va dire, d'un frein dans les relations avec les Palestiniens, une sorte de désaffection du problème palestinien. On a véritablement l'impression que ça ne les intéresse plus du tout. Ces pays ne s'intéressent pas aux Palestiniens. Ces pays ont eu des raisons diverses de considérer en fait les Palestiniens comme des ennemis depuis longtemps. Prenons un exemple très simple. Tout le monde se rappelle du fait que lorsque Saddam Hussein a envahi et annexé le Koweït, ceux qui l'ont accueilli, ceux qui ont accueilli les Irakiens à bras ouverts et ont, pendant le temps de l'occupation irakienne, pris le pouvoir à Koweït et spolié brutalement les Koweïtiens de souche, c'était la communauté palestinienne locale, laquelle a été pratiquement totalement expulsée à la suite de cet événement. Donc ces pays ont tout cela en mémoire et ils savent aussi que, par exemple, dans les différents mouvements de type Al-Qaïda puis État islamique, un certain nombre de cadres étaient en fait d'origine palestinienne. Alors, en dehors de ce développement, je me serais peut-être attendu à ce que vous nous mentionnez en priorité le déplacement de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, l'ambassade américaine, la décision de Donald Trump de reconnaître, alors vous pouvez me dire que c'est peut-être le 6 décembre, c'était déjà en l'année précédente, voilà. Mais effectivement, alors, l'ambassade, le transfert de l'ambassade, c'était en mai dernier. Est-ce que vous pensez que cette décision est, on va dire, historique ? Elle est totalement historique. Au plus haut point, parce qu'on n'a pas l'impression finalement que ça s'est traduit par une avalanche de transferts des ambassades. Il n'y en a que quelques-unes qui ont décidé de passer. Pourquoi finalement on n'est pas allé plus loin du côté dans la diplomatie internationale ? Il faut connaître le dossier, non pas de Jérusalem, mais le dossier de la diplomatie internationale face à Jérusalem. Nous sommes dans un cas absolument exceptionnel de déni de la réalité et de déni des pratiques habituelles du droit en ce qui concerne Jérusalem. C'est une affaire extrêmement complexe. J'insiste sur le fait que
lorsque on dit déplacer l'ambassade des États-Unis, par exemple, à Jérusalem, c'est aller contre le droit international et un droit international qui se serait manifesté à travers les résolutions soit de l'Assemblée générale des Nations unies, soit du Conseil de sécurité. Quand on dit ça, tout simplement, on se moque du monde. On se moque du monde parce que le droit international n'est pas dit par les Nations unies. C'est une fiction totale de dire cela. Il n'y a pas eu transfert de la souveraineté des États vers les Nations unies. Il y a un nombre considérable de règles de droit international qui sont violées par ces résolutions. Je donnerai un seul exemple qui est tout à fait frappant. Il y a un département français perdu dans l'océan Indien entre la Tanzanie et Madagascar. C'est le département de Mayotte. Oui. Selon les Nations unies, selon quelque chose comme 20 résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, Mayotte est partie intégrante de la République des Comores. Ah oui. La France a toujours opposé son veto, enfin, a toujours ignoré les résolutions des Nations unies et finalement a, en termes concrets, annexé Mayotte. Alors, il se peut que les habitants de Mayotte l'aient demandé, mais il n'en reste pas moins que il y a une violation totale du prétendu droit international créé par les Nations unies et par la France. C'est un exemple parmi d'autres. Ah oui, c'est intéressant, ça. Je vais donner un autre exemple des absurdités sur Jérusalem. Si l'on entend la plupart des chancelleries, Israël n'aurait pas le droit d'israéliser ce qu'on appelle Jérusalem-Est. Ouais. Donc tout territoire qui se trouve au-delà de la ligne verte ne devrait pas être traité par Israël comme un territoire israélien. Bon, alors la plupart des gens croient que c'est ça le problème de Jérusalem et que c'est ça le problème de l'illégalité des implantations à Jérusalem. En réalité, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que pour la France ou pour les États-Unis avant Donald Trump, même Jérusalem-Ouest n'était pas considérée comme partie intégrante d'Israël. Bien sûr, puisqu'on reste sur le principe du corpus separatum de 1947. Voilà. Et ce corpus separatum de 1947 n'a aucune valeur en droit international parce que la règle fondamentale du droit international, c'est qu'un traité qui n'est pas suivi d'exécution est nul et non avenu. Donc, mais le point important, c'est que avec le geste spectaculaire de Trump, qui, notons-le en passant, n'a fait qu'appliquer ce que le Congrès des États-Unis avait voté depuis très longtemps. Donc, à travers ce geste spectaculaire, Trump a essentiellement fait voler en éclats une espèce de vulgate totalement absurde sur Jérusalem, et ceci a des conséquences. La première conséquence, la plus nette, la plus simple, c'est que il y a un certain nombre de pays dans le monde qui commencent à bouger sur Jérusalem. Il est possible, on s'y attend, à ce que le Brésil, qui est un pays tout à fait énorme, rejoigne les États-Unis et transfère son ambassade à Jérusalem, ce qui sera un événement très important. Mais vous aurez noté que dans la foulée, il y a plusieurs pays comme la Russie, comme l'Australie, qui commencent à dire qu'ils sont prêts à reconnaître ou qu'ils reconnaissent Jérusalem-Ouest comme partie intégrante d'Israël, ce qui est une différence énorme avec la situation précédente où on faisait comme si Jérusalem-Ouest était une entité à part d'Israël. Vous savez, je vais citer ici un célèbre écrivain et journaliste français de l'époque de la Révolution qui s'appelait Antoine de Rivarol. Aucun rapport avec le journal d'extrême droite français. J'allais vous poser il y a un journal d'extrême droite français qui a repris son nom, mais Rivarol était un très grand écrivain et très, très fin observateur, et il avait dit à propos de la Révolution française et à propos de la chute du roi, il avait dit ceci: le premier coup de marteau que l'on donne à la statue d'un dieu touche le dieu. C'est-à-dire c'est un sacrilège. Oui. Mais le deuxième coup ne touche plus qu'un morceau de pierre. Je veux dire par là que
Tant que Trump n'avait pas pris sa décision, il y avait un espèce de caractère sacro, de tabou, voilà, sur Jérusalem. Maintenant, le tabou a été mis à mal. Maintenant, on commence à se rapprocher de la réalité sur cette question-là. De la logique. Donc, je pense que effectivement, il y a là un événement tout à fait important. Alors, on pourrait discuter encore des heures ensemble, mais on va essayer de se limiter aux 5 prochaines minutes. Outre l'ambassade, les rapprochements, qu'est-ce qui vous a marqué durant cette année qui se termine? Alors, malheureusement, ce qui est très net aussi, c'est que il y a eu, premièrement, une consolidation de l'axe chiite, Iran, Syrie d'Assad et Hezbollah au Liban, avec également un renforcement, mais là il peut y avoir des tiraillements de la puissance chiite en Irak. Derrière cet axe, il y a la Russie, donc il y a une progression stratégique à la fois de l'Iran et de ses vassaux chiites et de la Russie, et il y a un rapprochement entre la Turquie et la Russie d'une part et l'axe chiite d'autre part. Ça, ce sont des développements qui ont marqué 2018 et qui sont des développements très inquiétants et très négatifs. Mais même si les derniers jours de 2018, on a constaté un rapprochement un peu stupéfiant entre Trump et Erdogan après le retrait Israël, l'annonce du retrait américain des forces. Écoutez, il y a, comme vous le savez, actuellement en cours aux États-Unis, un débat sur les initiatives de Trump qui s'est soldé par le départ spectaculaire et de son chef d'état-major à la Maison-Blanche et du ministre, du secrétaire à la Défense. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Je voudrais dire deux choses simplement pour relativiser ces événements qui sont effectivement des événements inquiétants et négatifs. Je voudrais dire qu'au même moment, Israël a développé un autre axe dans la région, c'est l'axe méditerranéen. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un rapprochement qui a pris un tour, là encore, très spectaculaire, avec d'abord les pays hellénophones, c'est-à-dire Chypre et la Grèce, et également avec l'Italie. L'Italie de Salvini. Et puis, alors ça, ce sont des choses qui sont importantes parce que en stratégie, aucun changement n'intervient sans un contre-changement quelque part. Mais je crois que la chose la plus importante et sur laquelle on ne peut pas porter actuellement de jugement de valeur décisif parce que il y a du pour et du contre, il y a des choses intéressantes et des choses inquiétantes. Ce qui est le plus important, à mon avis, sur la géopolitique à long terme de la région, c'est la progression, la pénétration extrêmement forte de la Chine. Et non seulement sur le plan économique, parce que ça, on le sait, et vous savez que c'est une progression qui est très importante en Israël, même si elle a pour contrepartie un développement considérable de la présence israélienne en Chine, mais c'est aussi un développement stratégique. Oui. Il y a maintenant une formidable... il y a les différentes routes de la soie, y compris la route océanique de la soie. Djibouti est devenue une base chinoise très importante. Il y a une présence militaire chinoise dans tout l'est de l'Afrique. Il y a une présence militaire chinoise qui commence à être très importante en Méditerranée. On a eu un petit problème technique. Alors, Michel, vous nous parliez de cette alliance méditerranéenne donc, d'Israël et de la menace de la Chine. Alors, la menace ou de l'expansion... De l'arrivée de la Chine. De l'arrivée de la Chine. Alors, l'alliance méditerranéenne, c'est quelque chose de très important, d'assez spectaculaire. Nous savons qu'il y a eu un réchauffement considérable des relations entre Israël et le monde hellénique, c'est-à-dire Chypre et la Grèce au cours des dernières années. Et à cette première alliance méditerranéenne s'est ajoutée une seconde alliance avec le rapprochement, lui aussi très spectaculaire, de l'Italie.
avec des déclarations importantes, notamment de Salvini, y compris sur Jérusalem. Donc, s'il y a eu une progression de l'axe russo-irano-chiite et un rapprochement de la Turquie avec cet axe au cours des derniers mois, il y a eu aussi le développement d'un contre-axe méditerranéen, et c'est très important pour Israël. Mais je crois que, plus encore, ce qui marque géopolitiquement la région en 1918, et donc au début de 1919, c'est la progression de la Chine dans la région. Et quand je dis la progression, ce n'est pas seulement la progression économique de la Chine qui est déjà tout à fait écrasante, mais c'est la progression stratégique de la Chine. Il faut savoir que la Chine dispose d'une base militaire à Djibouti. Il faut savoir que la Chine est présente sur le plan militaire et stratégique dans tout l'est de l'Afrique, et qu'elle commence à s'installer, à avoir des points de relais en Méditerranée. Et je dirais, pour aller jusqu'au bout de ma pensée, qu'il faut s'interroger sur, en fait, le bien fondé à long terme des stratégies actuelles de la Russie. On a compris que la Russie voulait préserver son statut de grande puissance, et que c'est à cause de cela qu'elle a décidé de soutenir son ancien ami syrien, ou de développer ses liens avec l'Iran, ou de développer des liens avec la Turquie d'Erdogan. Mais à terme, je crois vraiment que l'entrée de la Chine va être un défi stratégique majeur, non seulement pour l'Europe, le monde occidental, mais aussi pour la Russie. Pour la Russie, ok. Eh bien, merci beaucoup, Michel Gurfinkel, de nous avoir éclairé. En tout cas, on va dire, ce parcours diplomatique et régional était particulièrement intéressant, de voir un peu les développements qui sont intervenus au cours de cette année 2018. On est certain que l'année 2019 sera aussi une année aussi fructueuse en matière de relations diplomatiques, en particulier entre Israël et d'autres pays, comme on le voit avec les pays sunnites modérés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, en ce 1er janvier 2019. Et à bientôt. On se fera un plaisir de vous retrouver, même si ce n'est pas par votre présence, mais aussi par l'écoute, en vous téléphonant à Paris, pour nous éclairer toujours sur les développements qui interviennent ici dans la région. Merci beaucoup, Michel. Merci.